Salut à tous, alors aujourd'hui je lance ce petit format inspiré d'un petit peu tous les lives qui fleurissent pendant le confinement à droite à gauche, tout simplement pour créer des petites discussions de 20 à 30 minutes avec des personnes à propos de la créativité, à propos du freelancing, à propos de ce genre de choses. Et aujourd'hui j'ai la joie d'avoir avec moi Benjamin Nussbaumer, que je laisse tout de suite se présenter. Yes, we are live. Enfin, pas du tout, mais bon. Ok, yes. Benji, je vais t'appeler Benji, parce que je t'ai toujours appelé comme ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors donc je m'appelle Benjamin Benji, je suis marié avec Neshma depuis 2-3 ans maintenant. Et puis je suis, on va dire, une partie c'est musicien. Guitariste, et de plus en plus je me retrouve à faire des prods, donc faire des sons sur l'ordinateur. Et l'autre partie, c'est plus j'ai une formation d'ingénieur et je fais de l'accompagnement en innovation pour des entreprises. Donc ça peut être de la formation en créativité, aider des entreprises à être plus innovantes et plus créatives. Ok. Et donc tu vis et tu es confiné actuellement à Paris, puisque nous sommes pendant la période du Covid. Alors moi j'ai donc des questions pour toi. J'ai notamment cette problématique de comment stimuler comment construire son process de créa. Et donc ça m'intéresse dans ce sens de savoir comment ton profil hybride, donc d'un côté ingénieur et de l'autre musicien, peuvent en fait se compléter ou s'alimenter l'un l'autre. Ouais, mais ça c'est marrant parce que en fait quand au début pendant ma formation d'ingénieur, c'était un peu genre soit Benjamin t'es un musicien, soit Benjamin t'es un ingénieur. Et c'est comme s'il fallait que je choisisse entre les deux. Donc j'étais musicien le soir quand je rentrais à la maison et la journée j'étais ingénieur. Mais c'était pas cohérent et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des liens qui existaient entre ces deux aspects, le musicien et l'ingénieur. Et comme en fait je me rendais compte par exemple la façon dont je me comportais dans un groupe de musique, c'était la même que la façon dont je me comportais dans un groupe de travail pour réinventer des produits ou des services pour les personnes âgées. Et j'étais ah ouais, mais en fait j'ai le même type d'attitude. Dans un groupe de musique par exemple, je suis pas celui qui va prendre le gros lead et qui va prendre sa guitare et prendre toute la place, mais plutôt essayer d'ajouter du sel et le poivre. Et un peu pareil en fait dans un groupe de travail, je suis pas le gros leader qui vient et qui dit on fait ça, mais plutôt essayer de faire des petites interventions de temps en temps qui vont essayer de rediriger. Enfin bref, il y avait des comportements qui étaient sensibles et je me suis dit, qui étaient semblables. Et donc je me suis dit, comment on peut creuser là-dedans plutôt que se dire il faut que je choisisse, mais comment on peut construire quelque chose qui va être un tout cohérent. Et donc j'ai commencé à faire des liens entre les deux, entre un peu cette partie créative de l'ingénieur mais qui est très analytique, qui est très processisée, et la partie plus artistique qui est parfois plus intangible, plus mystérieuse, et de se dire comment on peut tirer des forces de ce biprofil un petit peu. Et donc un des aspects c'était comment on peut utiliser la musique dans l'innovation, donc en tant qu'ingénieur dans l'innovation. Donc par exemple donc j'ai pu développer des formations à l'école notamment à l'école où je travaillais, l'école des Ponts et Chaussées, des formations où on utilisait la musique pour enseigner l'innovation. Donc pour parler par exemple de l'empathie, de l'écoute, du travail pluridisciplinaire, le processus pluridisciplinaire créatif. La musique c'était un bon exemple pour parler de ça. Donc il y avait ce lien-là un peu, comment on utilise la musique dans l'innovation, pour enseigner l'innovation. Et puis de l'autre côté, il y avait comment je peux utiliser les outils de créativité que j'enseignais pour faire des sessions de brainstorming pour les entreprises. Comment je peux utiliser ça dans mon process créatif perso
lorsque je fais des prods ou de la guitare. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la réflexion elle a avancé avec beaucoup de réflexivité à chaque fois, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et puis essayer de construire un peu ce tout cohérent et de me dire non Benjamin, en fait tu peux faire les deux et ça peut être cohérent, plutôt que de dire il faut que tu choisisses soit t'es un ingénieur ou soit t'es un musicien. Alors c'est assez marrant parce que je pense dans l'inconscient des gens, ou peut-être que c'est juste une pensée populaire, souvent on dit soit t'es analytique et un petit peu ingénieur, soit t'es freestyle et t'es un artiste ou t'es un créatif. Et donc c'est super intéressant ce que tu dis, que les deux peuvent déjà cohabiter en une personne, mais aussi se complémenter l'une l'autre. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup, très concrètement, quand tu es en train de produire, donc là, disons qu'on est dans un travail purement créatif de créer une prod pour un son, est-ce que tu ressens, ton côté ingénieur qui peut toquer à la porte et qui peut t'apporter des choses dans le process même de la créa du son? Ouais, carrément, je pense. Et c'est intéressant justement en ce moment avec un des groupes que j'ai, qui est plus un projet vraiment perso qui s'appelle Stereosnap, on s'est lancé le défi un peu de tous les mois de sortir un son où on faisait tout seul. Donc de la partie composition jusqu'au clip. Et là justement on avait tous les mois, on fait ça depuis septembre, il fallait recréer quelque chose, et donc à chaque fois il fallait un peu repenser qu'est-ce qui a marché dans le process du mois dernier, qu'est-ce qu'on doit repenser, qu'est-ce qu'on doit changer. Et donc il y avait toute cette partie analytique de réflexion à la suite, quoi, de réflexion qui se fait en aval, qui permettait à chaque fois d'améliorer le process. Et je pense ce qui est intéressant avec le profil analytique de l'ingénieur, c'est très stéréotypique tout ce qu'on dit, mais c'est d'autant plus fort si on arrive à analyser ce qui marche bien dans le process créatif et d'arriver à conjuguer les deux, plutôt que de rester dans juste de l'intangible et du mystérieux. Et c'est justement la combinaison des deux, des moments où justement là il faudra rester dans l'intangible, dans le mystérieux, dans se laisser guider par le côté très émotionnel, et ça va être super pour des phases. Mais il y a d'autres phases qui vont peut-être être plus de la convergence, où là il y a besoin d'un autre mindset qui va être peut-être plus analytique synthèse, et qui peut être super intéressant aussi dans le process de création, parce que le process de création c'est pas juste de la divergence, il y a aussi de la convergence. C'est pas juste être fou. Ouais. Parce qu'au final, tu veux pas être créatif et que ça reste juste ici, tu veux des choses qui sortent de ce process-là. Et c'est là où je trouve la partie analytique, elle est intéressante aussi. Ce qui est, je pense, en plus renforcé quand tu es dans une démarche de création à plusieurs. Ouais. À plusieurs personnes. Ouais, carrément. Tu es obligé de converger vers un résultat qui, en plus, doit satisfaire, entre guillemets, plusieurs personnes. Ouais, complètement, ouais. Et alors, à l'inverse, est-ce que dans des projets qui sont plus dans de l'innovation ou dans de la tech, est-ce que tu ressens ce côté musicien est-ce que tu es plus créatif qui vient appuyer la dimension plus intellectuelle, entre guillemets? Je pense, oui, je le ressens, c'est difficile parfois d'arriver à dire ça c'est mon profil créatif qui me permet d'être performant là-dedans, et de dire c'est parce que je suis guitariste et artiste que j'arrive à faire ça. Ouais. Parfois c'est difficile à arriver à dire, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est difficile à mettre ces mots-là. Mais je pense qu'il y a l'aspect sensibilité, où par exemple si on prend dans la musique c'est beaucoup d'écoute. C'est plus de l'écoute que du parler, en fait c'est plus souvent comment on va jouer avec les silences que comment on va jouer avec les sons. Ouais. Et ça c'est quelque chose qu'on doit retrouver, toute cette capacité d'écoute et d'empathie qui va être très forte aussi dans la partie innovation, et que souvent notre capacité à innover elle est directement liée à notre capacité à écouter et à arriver à comprendre les besoins des autres, arriver à avoir vraiment cette démarche là. Et ensuite
pense que c'est des choses où même sans m'en rendre compte, ça sort et c'est juste se laisser l'autorisation de prendre cette casquette-là lors de moments où on va être dans des phases de divergence. Donc concrètement, quand on va se retrouver dans des phases des phases de brainstorming sur un projet spécifique, se dire, Benjamin, tu peux être pleinement toi là-dedans et tu peux être le même toi qui est quand tu es derrière ton ordinateur et que tu essayes de diverger, de retourner le morceau dans tous les sens. C'est le même mindset que tu as le droit d'avoir dans ce contexte-là et c'est ce mindset-là qui va être performant. Donc il y a beaucoup se donner l'autorisation d'être le même soi que devant ton ordinateur ou ta guitare lorsque tu es dans un groupe de travail, dans un mode brainstorming vraiment divergent. Ouais, c'est très intéressant et tu me corrigeras, mais peut-être que justement c'est aussi ce côté divergent et finalement très émotionnel et très créatif qui va pousser l'innovation technique encore plus loin. Ouais, complètement. Et c'est justement quand on arrive à allier les deux, un peu la technique, souvent ça va être plein d'outils qu'on va avoir à disposition. Et souvent la partie plus émotionnelle, sensibilité, va permettre de mettre en correspondant justement très souvent la vraie compréhension fine d'un besoin avec la partie technique, technologique qui va être la réponse à ce besoin-là. Mais bien souvent, pour trouver la pertinence un peu entre la solution technique et le besoin, là il y a besoin de toute cette capacité émotionnelle. Et alors, est-ce que ça t'arrive d'être dans une démarche complètement, entre guillemets, récréative, où tu vas laisser tomber tout ce qui est convergence et tu vas juste laisser libre cours à ta créativité, à ton imagination? Ouais, complètement. Et il y a tellement besoin de ça. Et souvent, peut-être ça peut être intéressant sur le projet justement des Homemade avec Stereosnap, il y a 4 semaines. Et au début, il n'y a rien. Et à la fin, il y a un morceau qui est un produit final qui est clippé. Et là, je répète à chaque fois le même process qui se fait en 2 phases, où il y a les 2 premières semaines, ça va être de la divergence. Et les 2 semaines d'après, ça va être une phase de convergence. Première semaine, c'est la composition. C'est-à-dire, on part de rien, on fait ça avec ma femme, et on compose la musique. Souvent, c'est guitare-voix, piano-voix. Et on essaye de changer justement pour aller dans des directions différentes. Et là, souvent, ce que je fais, c'est juste moi, pendant cette semaine, je vais créer plein de sons avec aucun objectif, c'est-à-dire que c'est pas je crée quelque chose pour trouver des nouvelles techniques. Non, c'est juste du kiff en fait. Et c'est juste, je crée plein d'idées, parfois ça prend 20 minutes, parfois ça prend 2 heures. Il n'y a aucun temps qui est perdu. C'est-à-dire si j'ai passé 4 heures sur une idée qui est nulle, c'est pas grave, c'est pas du temps perdu. Et là, je vais écouter beaucoup de choses. Donc il y a vraiment là c'est vraiment ce terrain de jeu pendant cette première semaine où le but c'est pas d'arranger le morceau qu'on va composer mais c'est juste de s'amuser en fait, juste de kiffer. Ouais. La semaine d'après, une fois qu'on a la compo, là ça va être plutôt de trouver l'univers musical de cette composition là et là on est encore dans une phase de divergence avec ce même mindset là mais qui va être appliqué à une composition. Donc une composition ça va être une mélodie, une harmonie et des paroles. Et donc là, je suis encore dans cette phase vraiment divergente avec ce mindset-là. Et c'est que la phase d'après, une fois que j'ai trouvé mon univers et que j'ai envie de creuser dans cet univers, c'est-à-dire il y a un peu une phase horizontale, où il faut que je trouve mon univers. Ça, c'est les 2 premières semaines. Quand je l'ai trouvé, il y a la phase verticale, où ça va être une phase vraiment qui va être une phase de convergence. Et là, ça va être un autre mindset, où ça va être plus du travail, il faut creuser pour aller dans les détails. Et ça va être sur les 2 dernières semaines. Ok. Du coup, c'est intéressant parce que tu divises le projet en 2 parties, en fait, enfin le process. Est-ce que tu peux juste encore un petit peu détailler le process de convergence, comment ça se passe pour passer de toute cette phase où, en fait, c'était une ébullition de la créativité, en plus de plusieurs personnes, à comment est-ce que vous arrivez finalement à un résultat final qui vous plaise chacun individuellement et puis en tant que groupe aussi? Ouais, alors là, il y a vraiment la première semaine, ça va être créer plein de choses différentes et sans se dire c'est des choses qu'on va choisir, mais c'est moi, ça permet de faire sortir plein d'idées, mais c'est pas des idées forcément que je vais mettre en place ensuite. La deuxième semaine, où là justement on essaye de trouver l'univers du morceau, ça va être plein d'allers-retours, ou principalement avec Nishma, ma femme, la chanteuse, où moi je vais passer du temps, essayer de proposer une première idée, essayer de prototyper rapidement cette idée et essayer de ne pas s'arrêter trop tôt dans l'idée, parce que parfois on peut avoir une bonne intuition,
mais il y a besoin d'aller au bout de l'idée pour se rendre compte, est-ce que cette bonne intuition peut donner à une bonne idée derrière, peut donner suite à une bonne idée, parce que parfois on peut tuer l'idée avant de la développer. Et donc là on essaie justement je propose quelque chose, elle écoute, on réfléchit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Au début c'était difficile parce que tous les artistes un peu, c'est l'ego, c'est attends, j'ai passé tellement de temps là-dessus, c'est génial. Mais après on comprend à donner des retours, hein, comme le post que tu as fait sur Insta. Et donc là en fait on fait un peu de trucs itératifs où je propose quelque chose, on a les retours, on voit qu'est-ce qui marche pas, je repropose quelque chose d'autre, on construit là-dessus. Parfois on se rend compte qu'il faut juste changer quelque chose, et parfois on se rend compte ah non, il faut aller dans une autre direction, ça marche pas. C'est marrant parce que quand tu parles, on a vraiment une idée d'un process d'ingé avec les itérations, avec ce côté en fait où tu fais presque rentrer de l'émotion dans de l'air mécanique. Je dis pas ça péjorativement du tout, hein, mais plutôt que tu composes de façon très réfléchie et structurée, quelque chose qui avant partait dans tous les sens, quoi. Ouais. Et ça, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux, tu vois. Moi, au niveau du choix, c'est-à-dire est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne direction, ça c'est purement émotionnel. C'est un peu le côté, je sais que si je presse play, et si Nishma, elle dit, ouais, ça tue, je sais que ça tue. Si elle dit, c'est pas mal, enfin qu'il n'y a pas un truc qu'elle a vécu, je fais, ah non, ça n'a pas marché, c'est nul. Et pareil pour moi, il faut que je kiffe le morceau et il faut que l'idée je l'écoute pendant 10 minutes et je suis en train de, tu sais, je danse pas moi, mais je suis en train de danser tout seul devant mon ordinateur, et c'est ça qui va déterminer si c'est une bonne idée en quelque sorte, si c'est une bonne direction, c'est qu'est-ce que ça va me faire vivre. Et après le côté analytique il permet de se dire ok, maintenant qu'on a ça, où est-ce qu'on va en fait, c'est quoi le next step un petit peu. Donc c'est vraiment un aller-retour entre ce côté émotionnel et ce côté plus, ok, mais le next step c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin, pour changer de direction. Ok. Alors, j'ai une autre question qui est moins sur cette dualité entre les deux facettes de ton profil. Mais très concrètement, et puis là on est vraiment dans la période du Covid, donc confiné et tout, pour toi c'est quoi les bonnes conditions à créer le matin en se levant, ou peut-être le soir, je sais pas. Déjà, quand est-ce que tu crées, et quelles sont pour toi les bonnes conditions pour créer? Et peut-être que les conditions varient de la phase A à la phase B, comme tu viens de le dire. On a une phase où ça part plus dans tous les sens, et notre phase où on structure le tout. Ouais. J'ai l'impression que, notamment pour la première phase, c'est pas mal de repos. Il y a beaucoup le côté où ça va être un état d'esprit, et donc c'était un bassiste qui disait ça, c'était Victor Wooten, il disait « Souviens-toi du moment où tu étais créatif et dis-toi dans quel état d'esprit tu étais et comment est-ce que tu peux recréer cet état d'esprit-là. » Et moi, souvent, va y avoir de la bonne humeur, je vais être reposé, je vais avoir envie de le faire. Genre là, hier, je devais bosser sur un morceau, il fallait créer un arrangement, franchement, j'avais tellement pas envie. Et toutes mes idées étaient nulles, en fait. Et c'est tout bête, c'est juste que j'avais pas envie, c'était la corvée de faire ça. Et dans cette phase-là, c'est de favoriser le faire avec l'envie. Et c'est pour ça, il y a un peu, des fois, il faut tout changer le plan. C'est-à-dire, tu planifies ta journée, tu te dis, on va faire ça. Mais il faut accepter que, il y a un truc, tu t'es dit, je vais faire 1 heure dessus. En fait, ça a pris 4 heures. Et il faut toujours réajuster ce qu'on avait prévu en avant. Parce qu'il y a il y a quelque chose qu'on maîtrise pas, en fait. Et il y a des moments où on se dit, punaise, là, il y a plein d'idées géniales et c'est trop bien. Et il faut pas louper ce moment, il faut continuer et creuser dans ce flow-là. Et donc j'essaye de mettre tout pour favoriser ça avec du repos, du kiff. J'ai envie de le faire, il faut que ça reste un jeu. Faut pas que ce soit un taf, faut que ce soit un jeu. Quand ça vient, faut le cultiver, il faut creuser dedans. Et quand ça vient pas, faut pas forcer. Il faut faire une pause, faut faire autre chose. Et retenter peut-être dans 2 heures ou le lendemain. Et pour toi, est-ce qu'il y a une période dans la journée où c'est déterminant, où tu vas plus te sentir justement apte à peut-être à juste laisser diverger les idées? En fait, franchement, il y a eu plusieurs choses. Parfois c'était le matin, commence la journée, t'es chaud, t'es au taquet. Mais parfois c'était aussi le soir. Ça m'est arrivé tellement de fois où Nishma elle va dormir plus tôt que moi, je me mets devant l'ordi, je fais quelque chose. Là, il n'y a rien qui passe, je
je fais bon, j'arrête, je fais une pause, je me mets derrière, j'ai un carnet et puis j'écris. Ouais. Et puis là, je fais ah non, mais en fait, il faut faire ça. Et là, je me remets à bosser jusqu'à minuit. Et puis il y a d'autres fois, des soirs où ça marche pas. Ouais. Donc j'ai pas réussi à trouver un moment de la journée spécifique. Mais ce que j'essaye de faire, c'est plus tout au long de la journée capter quand est-ce que c'est le bon moment et le prioriser. Ok. De quelque part se protéger ce temps-là et ne pas Ouais, c'est ça. laisser d'interférence dedans. Ok. Et du coup, pour la phase où tu vas beaucoup plus structurer les choses, Ça, c'est plus du. Ça, j'ai l'impression qu'il y a un côté plus marteau-piqueur, ouais, hard work, quoi. Enfin, c'est du gros travail où il faut creuser, donc parfois il faut passer des heures et des heures. Et là, j'ai l'impression qu'il y a moins le côté. Enfin, il y a moins le côté ah non, là, c'est pas le bon moment. ouais, C'est plus non, c'est le bon moment, mais vas-y, il faut deep dive, quoi. Va au fond des choses et creuse. Va chercher ces petits détails-là. Et donc là, c'est c'est plus en profondeur et du gros travail plutôt que de trouver le bon instant. c'est vraiment marrant parce que je trouve que les process entre le son, enfin toute la démarche que t'expliques dans la création de son et dans la création de l'image, ils sont super similaires parce qu'on a vraiment aussi cette phase où déjà on prend le temps de s'inspirer, on prend le temps de penser au truc mais sans le penser forcément activement, mais juste de le garder en tête, dans un coin de la tête qui puisse maturer. Puis la phase où on va avoir les idées qui arrivent, on commence à les toucher sur le papier ou sur l'ordi. Et derrière, en fait, toute la phase de déclinaison, en fait, est pour montrer au client ou à soi-même que l'idée est bonne, efficace et qu'elle fonctionne dans tous les contextes. Où du coup, c'est plus de l'exécution que de la création, mais que ça nécessite souvent plus de temps que le côté créa. Mais pareil, le côté créa, je pense vraiment que c'est difficile de le mesurer. Je sais pas si tu mesures ton temps de créa, mais j'ai l'impression, je te laisse répondre tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté où on est... il y a quelque chose dans la tête qui fonctionne, mais en sourdine. Et c'est comme si l'idée était là, elle continue sa croissance, mais on n'y pense pas vraiment. Ouais, complètement. Et c'est intéressant ça, par exemple, là dernièrement, j'ai fait un son pour des personnes, et il m'a dit combien de temps t'as mis pour faire ce son-là. Et en fait, ce son-là, celui-là, j'avais mis 1h30, je crois. Ouais. Mais en fait, j'ai mis 1h30 sur ce son-là, mais avant, j'avais testé d'autres choses qui n'avaient pas marché. Et c'est tout le travail qui a pris énormément de temps avant qui m'a permis de passer 1h30. Enfin, c'est bien connu, hein, ce mécanisme-là, qui m'a permis de, en 1h30 faire quelque chose qui était sympa. Et après, sur cette deuxième phase, je sais pas comment c'est avec l'image, mais moi je trouve j'ai pas envie que mon son on l'écoute une fois, j'ai envie qu'on l'écoute 10 fois et qu'à chaque fois on redécouvre des choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Ouais. Et ça, je trouve, c'est dans la deuxième phase, dans justement créer l'univers, aller choper les petits détails, Ouais, le détail qui vont faire que t'as pas une première partie, enfin t'as pas juste un concept qui va intéresser la personne, mais c'est un univers complet et cohérent dans lequel tu vas faire entrer les gens, il y aura toujours des nouveaux trucs à découvrir. Et ça, je trouve, en fait, c'est facile parfois de s'arrêter avant. Enfin, juste, j'ai trouvé le concept, l'univers, et après de pas le faire le travail d'après. Ouais. Et c'est pour ça que c'était intéressant, justement, avec ce projet Homemates. On s'est dit, on va pas faire juste des petites démos, mais on va faire des morceaux finis. Et ça a changé énormément de choses, parce que c'était pas juste, on va démontrer un univers, enfin, on va montrer un univers qui est juste un concept, quoi, mais un truc abouti. Et ça, elle est compliquée cette dernière partie. Hein. Elle est difficile. Elle est difficile, mais c'est clair que c'est dans le détail que la prolongation du plaisir se fait entre guillemets. Et je remarque que dans l'image, ça va être pareil dans les identités visuelles, ça va être dans le petit détail qui est sur la carte de visite, dans la petite phrase drôle que tu trouves ici ou dans la subtilité que tu trouves là. Donc ouais, je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est des typologies de travail qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui se complémentent à fond et qui, en fait, sont nécessaires
tout autant l'une que l'autre, en fait. La bonne idée, c'est bien, mais il faut le bon emballage aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, complètement. Et ça, c'est un peu parfois les profils qui disent non, mais moi je suis trop bon pour donner des idées, mais après pour les faire, c'est pas mon truc. Ouais. Et je trouve parfois ça peut être un peu. Je sais pas si j'ai le droit de dire, mais bullshit un peu. Ouais. Parce que souvent c'est facile de donner des idées, mais c'est plus difficile de les réaliser vraiment. Je pense que les deux sont super importants, qu'il faut vraiment pas négliger les deux. Et que je pense que le profil qui arrive à faire les deux, t'es vraiment gagnant. Et comme ce que tu disais avant, je trouvais ça important t'as mis 1h30 pour faire un son, mais derrière t'avais un process, peut-être t'étais sur le logiciel des heures et t'as pas trouvé le truc aussi rapidement pour un autre son ou quoi. Mais peut-être que aussi depuis des jours t'avais le projet en tête et tu réfléchissais à comment le mener. Mais surtout aussi, ça fait 10 ou 15 ans que tu fais ça, de façon pro ou pas. Mais que tu fais ça, et du coup, tout ce temps-là, en fait, tous les 15 ans, ont aussi un impact sur cette heure et demie qui te permet de faire le produit final à la fin. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Ouais. Et la partie charge mentale, parce que le point juste avant les 15 ans, peut-être t'es 1h30 devant ton ordinateur à créer le truc, ouais. Mais il y a peut-être plusieurs heures où c'est un truc qui reste dans ton coin, dans le coin de la tête, tu te dis non, est-ce que là, non, là c'est pas le bon moment pour le faire, non, mais c'est peut-être là le bon moment. Et ça aussi, c'est du temps qui est nécessaire et qui est compté en plus de l'heure et demie de vraiment production sur l'ordi. Ouais. Et alors, peut-être pour finir, parce qu'on va bientôt s'arrêter, est-ce que tu aurais un conseil à donner, ou plutôt ton petit tip pour en fait éviter la page blanche, puisqu'on l'a tous, la page blanche. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu es sur un projet, tu n'arrives pas à trouver la solution, tu n'arrives pas à trouver de piste, et du coup, je pense que tu es frustré comme tout le monde. Comment toi, est-ce que tu t'y prends pour en fait, trouver l'élan qui va te permettre de créer de nouveau? Ouais, ça, souvent j'ai l'impression que parfois la peur de cette page blanche, elle peut venir avec la pression qu'on se met sur le résultat qu'on veut atteindre. En tout cas pour moi. Donc par exemple, si je me dis, ah là, il faut créer là un arrangement qui déboîte et ça va sortir bientôt, il y a beaucoup de chances que je fasse un truc qui soit nul et que toutes mes idées elles soient bloquées. Et quand ça se passe, je reviens dans ma cour de récréation où je crée des choses, même si c'est aucun rapport avec le projet sur lequel je dois bosser, mais je crée plein de choses pour amorcer la pompe et pour se dire non, pour reprendre cette confiance créative là un peu et créer plein de trucs sans aucun problème en sachant que sur les 10 idées, il y aura peut-être 8 qui seront nulles et il y en aura 2 qui seront cool, mais ça va me redonner la confiance et ça va peut-être générer des idées, vraiment le côté amorcer la pompe pour ensuite retourner sur ce projet-là qui était super compliqué. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que du coup on a la notion de, en fait, un peu de commande. Peut-être que des fois, en tout cas je remarque que quand on se dit que c'est pour un client ou que c'est, que tu as un côté impératif, un côté peut-être même où c'est payé, ça peut mettre une pression par rapport à ce qu'on pourrait faire des fois même en 5 minutes dans sa récréation. Et en fait, peut-être que des fois, c'est aussi juste de se dire « Ouais, je fais comme si ce projet était le mien, qu'il n'était pas payé, que c'est dans mon temps de fun. » Et personne ne va le voir, ce projet. C'est juste moi qui vais le voir. Ouais, donc c'est vraiment... en fait, le contexte du projet peut changer ou bloquer les idées, alors qu'en fait, il n'y a pas trop de raison. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ok. Complètement. Moi, c'était tout bon pour moi. En tout cas, j'étais super content d'avoir cette discussion ensemble. Et, à fond, moi aussi. Merci Ben. Beaucoup de courage pour tous les projets à venir, pour le homemade qui reste. Je crois que c'est le 8e C'est 8e et dernier. Qui est en process. Donc bon courage, on a hâte de voir ça et du coup, à très bientôt.